Initiation à la photographie, module 25, analyser une photo. Mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide pendant cette présentation. À ceux qui se plaignent qu'il n'y a personne dans cette photo, je réponds qu'il y en a toujours deux, le photographe et le spectateur, Ansel Adams. Que nous dit cette citation d'Ansel Adams? Ansel Adams est un photographe spécialisé dans les paysages. Souvent, les gens lui reprochaient de ne pas photographier de personne. Il leur répondait avec justesse que dans chaque photo, il y a toujours deux personnes, le photographe et le spectateur. Rappelons-nous que nous faisons toujours nos photos afin qu'elles soient vues par d'autres et qu'elles communiquent avec les autres. À qui s'adresse ce tutoriel? Il s'adresse d'abord aux débutants en photographie. Après avoir visionné ce tutoriel, vous serez en mesure d'évaluer vos propres photos avant de demander aux autres ce qu'ils en pensent. Vous en ferez l'autocritique et développerez ainsi une meilleure confiance en vous. Il s'adresse aussi aux critiques, c'est-à-dire celles et ceux qui commentent les photos des autres. Je vous lis souvent sur les médias sociaux et je pense que vous avez intérêt à visionner ce tutoriel. La critique ou l'opinion. Les amateurs de photos demandent souvent que leur travail soit critiqué. Pour critiquer, il faut d'abord analyser le travail. L'opinion réfère à un jugement personnel que l'on porte sur une question qui n'implique pas que ce jugement soit obligatoirement juste. Malheureusement, les critiques ne sont très souvent que des opinions. Alors, je suggère que vous analysiez vos photos vous-même avant de demander qu'on en fasse la critique. Qu'allons-nous voir dans ce tutoriel? Lorsque nous observons une photo, il y a trois aspects que nous devrions regarder. Le sujet, le cadrage, la technique. Pourquoi les voir dans cet ordre? Parce que lorsque nous regardons une photo, la première chose qui nous interpelle est le sujet et sa mise en valeur, le cadrage. Nous verrons donc ces trois aspects dans cet ordre. Concept de base. Une photographie est la représentation en deux dimensions, la hauteur et la largeur, d'une réalité en trois dimensions, la hauteur, la largeur et la profondeur. Il y a le sujet ou l'objet que l'on photographie, dans ce cas-ci c'est une pomme. Il y a la prise de vue avec un appareil photo. Et finalement, il y a l'image résultant de la prise de vue. Le sujet. La première chose qui saute aux yeux lorsqu'on regarde une photographie, c'est le sujet. Si je commence par le sujet, c'est que trop souvent, soit il n'y a pas de sujet dans la photo ou il n'est pas bien mis en valeur. Donc, avant de critiquer la photo, nous devrions toujours nous demander quel en est le sujet. Est-ce qu'il est bien mis en valeur? Il est inutile d'aborder les autres aspects si celui-ci n'est pas clair. Je remarque très souvent des gens qui nous demandent de critiquer leurs photos, ils viennent de recevoir leur appareil photo et ils ont photographié n'importe quoi. Alors, avant de nous demander ce qu'on pense de vos photos, demandez-vous si ce que vous nous présentez est un sujet qui vaut la peine d'être présenté. Le cadrage maintenant. Comme on l'a vu dans d'autres tutoriels, entre autres sur la règle des tiers, le cadrage nous permet de communiquer cette troisième dimension, la profondeur, qui est absente dans un médium en deux dimensions. C'est pourquoi il ne faut pas oublier d'appliquer la règle des tiers. Mais à quoi sert-elle au juste? Dans le cas de paysage, elle permet de donner cette illusion de profondeur en distinguant l'avant-plan du plan moyen de l'arrière-plan. Comme on voit ici dans cette photo de paysage, on a la mer ici en avant-plan, on a notre sujet,
les pierres qui sont dans la mer au plan moyen et évidemment en arrière-plan, on a notre ciel, ce qui nous donne une illusion de 3 dimensions. Elle permet aussi d'utiliser les points de fuite pour créer de la perspective. Alors, on voit ici que notre cadrage a été fait en fonction encore de la règle des tiers et notre point de fuite, ici, nous permet de voir de la profondeur dans l'image. Alors, on voit bien que les arbres en avant-plan ici sont plus grands que les arbres en arrière-plan. Dans la réalité, tous ces arbres-là sont de la même grandeur, mais comme on a bien utilisé nos points de fuite, on permet de recréer cette 3e dimension qui, autrement, serait difficile à voir. Dans le cas du portrait, toujours en utilisant la règle des tiers, ça nous permet de donner du champ dans la direction où regarde la personne. Alors, on a cadré la personne ici plutôt sur dans le cadrage milieu vers la droite et on a laissé plus d'espace devant la personne à la gauche, ce qui permet de voir que la personne regarde vers la gauche. Si on avait supprimé cette portion-là ici, dans une photo plus carrée, à ce moment-là, l'œil de la personne se serait automatiquement heurté au bord de l'image et évidemment, elle n'aurait pas eu de champ ou de lieu vers lequel regarder. Notre cerveau décode très mal ces situations-là. On a l'impression d'être un peu claustrophobe, on a l'impression d'être pris à l'intérieur de l'image. Alors qu'en laissant du champ devant, là où la personne regarde, la photo est beaucoup plus naturelle. Dans le cas de véhicule également, il faudra donner du champ dans la direction vers où se dirige le véhicule. Alors on voit ici qu'on a un paquebot qui se dirige vers la gauche. Alors on a laissé plus de champ à la gauche qu'on en a laissé à la droite. Il vient de là et il s'en va vers là. Alors encore là, si on avait supprimé cette portion-là, notre bateau aurait été bien centré, mais il n'aurait pas eu d'endroit vers où naviguer en fait. N'hésitez pas à l'appliquer partout où vous le pouvez, la règle des tiers. Lorsque vous la maîtriserez bien, vous pourrez commencer à être créatif et y aller de cadrage plus artistique. Dessiner avec la lumière, l'éclairage. Alors, un autre aspect qui est important de bien évaluer quand on regarde une photo, c'est l'éclairage du sujet. Est-ce qu'on a tiré profit de la lumière? A-t-on utilisé la lumière du jour? A-t-on utilisé la lumière artificielle? Ou un mélange des deux? Souvent, quand on utilise un mélange des deux, on n'est pas trop certain de la balance des blancs dans l'image. La photo est-elle bien exposée? Y a-t-il des zones trop sombres? Y a-t-il des zones qui sont surexposées? Est-ce que l'atmosphère est bien rendue? Alors, dans ce paysage-ci, on voit qu'on a pris de la lumière, on a utilisé la lumière naturelle, on avait un soleil qui était assez tôt le matin. Alors, on voit aussi que les ombres ne sont pas bloquées, on voit quand même du détail dans les portions ombragées de l'image. On a utilisé encore là la règle des tiers et on voit aussi qu'avec l'éclairage, ça permet de voir ici en arrière-plan la zone de bruine qui vient cacher une partie du pont, ce qui évidemment donne une atmosphère particulière à cette image-là. Alors donc, en regardant tous les aspects qui sont liés à la lumière, à l'éclairage, ça nous permet aussi de voir si ça favorise ou défavorise notre sujet. Comme je l'ai mentionné dans le tutoriel sur l'exposition, votre pose-mètre aura tendance à vous donner une exposition qui est assez moyenne, comme on voit dans l'image ici. Alors, n'hésitez pas à ajuster les contrastes et les hautes lumières pour donner un peu plus de punch à votre photo. Alors, on voit ici que c'est un peu fade les couleurs, alors qu'ici, les couleurs, les contrastes ressortent mieux, les jaunes sont plus percutants. Alors, ça nous permet de mieux ajuster, évidemment, de rendre notre photo plus intéressante, de rendre notre sujet, qui dans ce cas ici est la forêt à l'automne et l'éclairage de la forêt à l'automne. Ça nous permet d'améliorer la présentation elle-même. L'éclairage ou la qualité de lumière est ce qui garantira une bonne exposition à votre photo. Il est possible de récupérer une image qui est mal exposée. Alors on voit ici qu'on a une photo qui a été prise dans une chapelle. C'était relativement
sombre et évidemment, on peut à ce moment-là améliorer l'éclairage en jouant avec les contrastes et arriver à un résultat où on voit mieux ce qui était présent à l'intérieur de la chapelle. Hein, quand on compare les deux images ici, on en arrive même à voir, à percevoir ce qu'il y a sur le tableau ici au fond. Alors évidemment, il faut toujours s'assurer que le résultat est naturel. Si on force trop les couleurs à ce moment-là, le résultat peut devenir agaçant pour la personne qui regarde la photo. La balance des blancs maintenant, assurez-vous que la balance des blancs est bien faite. Par exemple, une photo de fin d'après-midi peut nécessiter une correction. Alors ici, notre photo a été prise à ce qu'on appelle des fois l'heure bleue, donc on est dans une zone qui est très ombragée. On voit que la neige ici à droite est plutôt bleutée. Le visage de la personne aussi a une petite teinte de bleu. Et en faisant une correction tout simplement de balance des blancs, on voit que notre neige maintenant ici est beaucoup plus blanche et ça fait ressortir les couleurs de notre personne ici qui évidemment était un peu trop bleutée. Et là, on voit ces belles joues rouges lors de cette journée de ski où il faisait quand même relativement froid. La photo en soirée peut aussi amener à ajuster la balance des blancs. Alors, quand on a fait ces photos-là ici, c'est évident que l'arbre ou la forme qui était dessinée ici sur l'asphalte était évidemment très blanche, alors qu'avec l'éclairage de la rue, on voit que les couleurs sont plus jaunes. Alors, on a fait là, encore une fois, une balance des blancs et on voit ici qu'entre les deux, notre blanc est plus près de la réalité et toutes les couleurs de notre image sont beaucoup plus près de la couleur naturelle que d'une couleur qui est trop jaune. Remarquez qu'il y a des situations où, par exemple, d'éclairage de rue, même si c'est un peu jaune, ça peut communiquer un certain sentiment lors de la présentation de la photo. Maintenant, il faut voir si c'est préférable de conserver cette lumière jaunâtre ou si c'est préférable d'essayer de la blanchir pour arriver avec un résultat qui est plus acceptable. La mise au point maintenant, le sujet est-il au foyer? La mise au point est-elle ailleurs dans l'image? Des fois, on regarde l'image, il y a de la mise au point et on voit qu'il y a des portions de l'image qui sont au foyer, mais pas le sujet. La mise au point est-elle sur les yeux du sujet, toujours sur l'œil le plus près de la caméra, évidemment? Récemment, une personne dans un groupe nous a dit que la mise au point avait été faite sur le mur de gauche. Alors, il y avait une photo qui ressemblait à celle-ci. Et quand les commentateurs, quand les critiques ont dit « mais votre photo est hors foyer », la personne nous a dit « mais non, j'ai fait le foyer sur le mur de gauche ». Alors évidemment, dans ce cas-ci, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le sujet? Est-ce que le sujet, c'est le mur de gauche ou est-ce que le sujet, c'est plutôt le petit passage qui est ici au fond? Évidemment, si c'est le mur de gauche, ça n'a aucun intérêt. Ça ne nous intéresse pas comme photo de regarder une image où le mur de gauche est en fait le sujet principal de la photo. Alors, si l'ensemble de l'image est au foyer ou si la portion ou le sujet est au foyer, ça vaut la peine de nous présenter l'image, sinon ne nous présentez pas l'image. Je vois aussi, et cet exemple-là, je l'ai utilisé parce que je vois aussi des gens qui mettent des images dans les groupes de discussion et qui demandent des commentaires et on dirait qu'au fur et à mesure que les gens commencent à faire des commentaires, les personnes cherchent à justifier ce qu'ils ont fait par rapport aux critiques qui sont faites de leur image. Plutôt que de faire ça, ben, si vous avez toutes sortes d'éléments que vous voulez critiquer vous-même, ben, critiquez-les vous-même et ne nous montrez pas vos images. Mais si vous voulez recevoir les critiques sur une image, à la défense des critiques, n'essayez pas de justifier l'injustifiable. Dans ce cas-ci, la mise au point n'est pas à la bonne place. Et évidemment, ça n'est pas justifiable de nous montrer une photo où il n'y a qu'une portion de l'image qui est le mur de gauche, qui est sans intérêt, qui fait l'objet de la mise au point. La couleur ou le noir et blanc, c'est une autre chose. On voit souvent des demandes de préférence entre la photo en couleur ou la photo en noir et blanc. Alors moi, je vous montre ici encore la photo en couleur. Je vous montre maintenant la photo en noir et blanc. Pour moi, ce sont deux images qui sont complètement différentes et qui mettent le sujet
en valeur de façon différente. On est vraiment dans la question du goût ici, on n'est plus dans la question de la technique. Je pense que dans les deux cas, l'image est jolie et à ce moment-là, je pense que ce qui est important, c'est que vous choisissiez vous-même. Est-ce que vous préférez le noir et blanc ou est-ce que vous préférez la couleur? Et c'est un choix artistique, donc assumez votre choix artistique et choisissez votre photo. Parce que ce qui va se produire si vous nous présentez une photo en noir et blanc et la même photo en couleur, les défenseurs du noir et blanc vont systématiquement vous dire que la photo en noir et blanc est plus jolie. Alors que ceux qui préfèrent la couleur vont systématiquement vous dire que la couleur est plus jolie. Alors dans ce cas-là, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est un choix artistique, faites votre choix et présentez-nous votre choix. JPEG, RAW, automatique ou manuel. Souvent dans les discussions, les gens nous demandent de commenter la photo et pour une raison que j'ignore encore, il y a des commentateurs, il y a des critiques qui posent ces questions. Est-ce que ça a été fait en JPEG ou en RAW? Est-ce que vous avez utilisé le mode manuel ou un mode automatique? À mon point de vue, ça n'a pas d'importance. À mon point de vue, ce qui est important, c'est l'image elle-même qu'on est en train de regarder. Alors donc, comme je disais tantôt, lorsque vous regardez une image, est-ce que vous êtes en mesure de voir si la photo a été prise en JPEG ou en RAW, en manuel ou en automatique? La réponse à ça, c'est non. Vous n'êtes pas en mesure de le dire. Si les gens posent la question, c'est parce qu'ils ne sont pas en mesure de le dire. Est-ce vrai que vous ne pourrez pas éditer vos photos si elles sont prises en JPEG? Encore là, la réponse est non. Vous aurez moins de latitude, j'en conviens, mais vous serez quand même capable de les éditer, vous serez quand même capable d'ajuster les contrastes, d'ajuster les hautes lumières. Alors à ce moment-là, que vous ayez fait la photo en JPEG ou en RAW, en automatique ou en manuel, à mon point de vue, à de très rares exceptions, c'est une question qui n'est pas pertinente. Je fais un petit quiz avec vous pour essayer de voir ensemble jusqu'à quel point ça l'est ou ça ne l'est pas pertinent. Alors, je vais vous présenter deux images et je vais vous laisser quelques secondes pour que vous essayiez d'identifier si les images ont été faites en RAW, en JPEG, en automatique ou en manuel. Alors, voici la première image qui est une photo prise l'automne dernier sur le Mont-Royal ici à Montréal. Je vous présente maintenant une deuxième image qui a également été faite l'automne dernier sur le Mont-Royal. Vous l'avez vu tantôt, cette image-là. On en a fait une petite correction pour faire ressortir un peu plus les couleurs de ces deux magnifiques arbres qui sont au milieu de l'image. Alors encore là, je vous laisse quelques secondes pour identifier si la photo a été faite en RAW, en JPEG, en automatique ou en manuel. Alors, je vous remonte cette photo-ci. Je termine avec cette photo-là. Et ces deux photos ont été prises toutes les deux avec mon téléphone. Donc, elles ont été prises en JPEG parce qu'il y a actuellement peu de téléphones qui font des photos en RAW. Et comme dans la majorité des cas, les photos dans les téléphones sont également faites en automatique. Alors, vous pouvez voir qu'avec des photos qui ont été prises avec un appareil très basique, en JPEG, en automatique, on est quand même en mesure de tirer de très jolies images qu'on peut utiliser et qu'on peut présenter sans vraiment avoir de honte en fait aux gens. Et moi je vous suggère, si vous nous présentez des images, si vous les avez faites avec votre téléphone, ça n'est pas pertinent. Parce que les gens, quand ils voient les images, ne sont pas non plus en mesure de dire si elles ont été faites avec des appareils photo automatiques, des appareils photo manuels, des téléphones. C'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est je vous présente une image. Est-ce que vous aimez l'image que vous voyez? Et sinon, pour quelle raison? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon image? Si évidemment on fait référence à des commentaires qui ont lieu à des choses que vous ne pouvez pas contrôler sur votre téléphone, bien, vous saurez à ce moment-là que vous devrez utiliser un autre type d'appareil photo pour arriver au résultat que vous souhaitez obtenir. Alors en terminant, pour terminer, je vous suggère une petite routine qui vous permettra d'appliquer ce que vous venez
ce que nous venons de voir ensemble, lorsque vous avez importé vos images dans votre logiciel d'édition, demandez-vous si le sujet est bien mis en valeur. Si oui, ben, sauvegardez vos images. Sinon, est-ce que vous pouvez recadrer l'image pour l'améliorer? Si oui, recadrez l'image pour l'améliorer. Sinon, supprimez l'image. Je pense qu'on peut aujourd'hui, avec la photographie numérique, on peut faire beaucoup de photos, faire beaucoup d'images dans une sortie. Et évidemment, si on conserve toutes ces images-là, on va se retrouver rapidement avec des disques durs qui sont pleins. Et en suivant un petit processus comme celui-ci, vous allez voir qu'à la fin de votre journée, si vous faites comme moi, je reviens à la maison avec des fois 150 images. Et une fois que j'ai procédé au tri en suivant ce petit processus-là, je me retrouve des fois avec 30, 40 images qui valent la peine d'être conservées. Les autres ne valent pas la peine d'être conservées. Alors, je continue. Est-ce que le cadrage respecte la règle des tiers? Si oui, sauvegardez votre image. Sinon, pouvez-vous recadrer l'image? Si oui, recadrez l'image, corrigez-la et sauvegardez-la. Sinon, supprimez la photo. Vérifiez la mise au point. Est-ce que la mise au point est bonne? Si oui, sauvegardez votre image. Si elle n'est pas bonne, à ce moment-là, tout simplement supprimez votre image. C'est très difficile de corriger la mise au point. Comme je l'ai dit tantôt, on peut faire certaines corrections, mais on est plus limité dans la correction au niveau de la mise au point. Est-ce que l'exposition est bonne? Si oui, si oui, sauvegardez votre image. Sinon, pouvez-vous corriger votre image? Si oui, corrigez et sauvegardez l'image. Sinon, supprimez l'image. Et finalement, est-ce que la balance des blancs est bonne? Si oui, sauvegardez votre image. Sinon, est-ce que vous pouvez corriger votre image? Si oui, corrigez votre image et sauvegardez-la. Et sinon, supprimez la photo. Alors, vous voyez qu'on est en mesure à ce moment-là de réduire la quantité d'images qu'on a et ainsi, on peut conserver nos meilleures images. Si vous critiquez la photo de quelqu'un d'autre maintenant, parce que j'ai dit au début qu'on pouvait s'adresser aux gens, le tutoriel pouvait s'adresser aux gens qui critiquent les photos, analysez l'image avant d'en faire la critique. Utilisez les critères identifiés dans cette présentation ou d'autres critères. Je n'ai pas couvert nécessairement tout l'ensemble des critères. Il se peut qu'il y ait d'autres critères que vous puissiez utiliser. Utilisez les autres critères si c'est votre cas. Parlez-nous de la photo et non du photographe. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des batailles de coq entre photographes sur des photos. Là. Je pense que ce n'est pas admissible. Hein? Soyez poli et respectueux. Je pense que ça, c'est la règle de base. On est là, les gens sont là pour vous demander des commentaires. N'oubliez pas que ce qui importe à celui qui vous demande conseil, c'est une critique constructive. Ils ne sont pas là pour se faire démolir. Ils ne sont pas là pour sortir de l'expérience en disant « Moi, je quitte le groupe parce que je suis complètement abasourdi des commentaires que j'ai reçus. » Alors, soyez polis, soyez respectueux et fournissez des critiques qui sont constructives. Alors, ce document fait partie de la série de vidéos d'apprentissage en ligne de la photographie. Vous pouvez vous joindre aux autres abonnés sur YouTube pour être avisé des nouvelles publications. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook en tapant amateur.photographie Michel Gignac dans l'outil de recherche. Ce qu'il y a de différent entre la page Facebook et la page YouTube, c'est que sur la page Facebook, vous avez aussi de multiples exemples de photos de toutes sortes, des photos de voyage, des photos d'animaux, des portraits, des photos en noir et blanc, des photos de rue, etc. Ça peut vous inspirer. Je vous souhaite ainsi de regarder ces images-là. En terminant, je vous remercie de votre attention et à bientôt.